Pierrot, ah, attends, c'est bon. Tu m'entends bien, c'est bon? Je t'entends. Impeccable. Bonjour Pierrot. Bonjour. Oh bah écoute, je te remercie de m'avoir fait le grand plaisir d'accepter l'interview pour ma chaîne qui est pour l'instant encore toute petite, qui j'espère va grandir avec le temps. En tout cas, c'est vraiment ce que j'essaye. Et je voulais t'interviewer tout simplement. Alors pour ceux qui te connaîtraient pas encore, je vais te laisser très rapidement te présenter. Mais juste avant, je voulais faire mon fanboy pendant 10 secondes. Il y a 10 ans, j'ai mis les pieds dans le monde du survivalisme et c'est grâce à un certain Piero San Giorgio Ah, que j'ai croisé au détour d'une vidéo à Genève. Et en fait, depuis 10 ans, du coup, bah, j'ai beaucoup évolué, monté des projets, je suis installé, tout ça. Et donc pour les gens de ma chaîne du coup qui me connaissent, mais qui les quelques-uns qui auraient dormi dans une grotte et qui te connaîtraient pas, je vais te laisser te présenter très rapidement, voilà, ce que tu fais, où tu es présent, où on peut te retrouver. bah écoute, merci beaucoup. C'est toujours sympa de voir de nouveaux arrivants qui vont passer un peu le message. Alors, moi, je suis un auteur suisse. Euh, je suis plein de choses. Je suis un père de famille. Je travaille sur mon autonomie, comme beaucoup d'entre vous. Et après 20 ans dans les logiciels, j'ai commencé à écrire des livres qui traitent un petit peu d'autonomie, de liberté, et ce qui pour moi est en fait du survivalisme. C'est-à-dire que pour moi, le survivalisme, c'est être un citoyen responsable qui réfléchit à l'avenir et à ce qui pourrait arriver, qui peut aller de l'accident de voiture au chômage et à la maison qui brûle, jusqu'à des effondrements économiques très importants ou éventuellement des guerres. Et donc, comment est-ce que dans tous ces scénarios, on a des éléments communs de préparation qui pourraient nous permettre de mitiger les effets sur notre vie. Et puis, de fil en aiguille, et notamment avec d'autres comme Vol Ouest que beaucoup connaissent, en fait, la réflexion, elle a évolué sur vraiment une quête de l'autonomie et voilà, de l'indépendance, de la résilience qui nous amène en réalité à être libre. Parce que c'est vrai que, par exemple, si je prends l'exemple de cette année 2020, où dans beaucoup de pays, on nous a un petit peu obligés de rester à la maison et de pas trop bouger, etc., eh bien, celui qui est autonome, celui qui vit en partie de sa production, par exemple, de potager ou autre, et qui est sur son petit terrain avec sa famille, bon, bah, rester chez lui, ça change pas grand-chose en réalité. Donc, en fait, Je on est confirme. moins vulnérable par rapport à des dictatures qui pourraient nous, au sens premier du terme, ou de la tyrannie, autant que de crises économiques ou même des problèmes sociaux, parce que c'est vrai que on a plutôt tendance à être à la campagne qu'à la ville, et donc la campagne est un petit peu plus propice à avoir une vie saine, calme, alors que la ville eh bien, est plus dangereuse et plus active, on va dire, elle est plus active au niveau des risques. Arthur Keller me faisait justement la remarque, alors selon lui, hein, après on a tous des points de vue différents, Mhm. que la campagne deviendrait plus dangereuse paradoxalement en tout début d'effondrement. Alors, ça dépend. C'est-à-dire que historiquement, on a vu que euh, évidemment, ce qui crée la capacité à se défendre, c'est bien sûr les compétences individuelles, mais cumulées à celles de tout un groupe. Et que historiquement, lorsque vous voyez très bien d'ailleurs dans la structure des villages en architecture, lorsque les villages sont euh, dans une région où les villages sont assez étendus, ce sont des régions qui ont connu pendant très très longtemps des périodes de paix. En revanche, les régions où les villages sont tassés les uns sur les autres, souvent avec des fortifications et des murs anciens, donc on parle du Moyen Âge et éventuellement Mhm. jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Après, ça, de toute façon, avec l'artillerie, ça a changé les choses. Eh bien, on a des villages serrés lorsqu'il y a
des dangers. Par exemple, beaucoup de villages sur les côtes méditerranéennes sont très serrés les uns contre les, sont très sur des pitons rocheux ou très serrés parce que il y avait des attaques de pirates barbaresques d'Afrique du Nord ou de Aujourd'hui, c'est juste des attaques de touristes, quoi. Oui, exactement. Alors que dans certaines régions, ben voilà, la défense, elle se fait différemment. Par exemple, si vous habitez en Pologne, même dans la campagne ou même dans une ville, historiquement, ben, vous n'allez pas résister dans votre village, vous résistez dans la forêt et vous harcelez l'ennemi qui a envahi votre pays, par exemple. Donc Je l'aspect connais de bien. défense, Je glisse juste une aparté rapide, c'est que moi-même, ma maman est polonaise oui. et je connais très bien la Pologne et je te confirme effectivement que la structure des villes n'a rien à voir. Ah oui, Enfin, tout des à fait, villages. absolument. Et donc on a cette idée que effectivement la campagne peut être dangereuse si beaucoup de gens c'est une armée, même une petite armée déboule et essaye de piller des fermes isolées. Ça, malheureusement, les fermes isolées sont un problème dans ce genre de scénario. Euh, Après, lorsque la paix revient, en effet, dans un deuxième temps, lorsque un seigneur local ou une autorité locale, pour être plus vaste, va imposer la paix sur les campagnes par la force de ses forces armées à elle, eh bien, à ce moment-là, bah, la ferme relativement isolée, bon, bah, si l'ennemi sait qu'il ne doit pas venir dans, dans un pays, eh ben, il ne viendra pas parce qu'il connaît la dissuasion de la force armée ennemie. Si par exemple, je ne sais pas, on peut imaginer, prenons un exemple absurde, mais si aujourd'hui l'Allemagne décide, allez, on va faire un raid en France, on va piller Strasbourg et puis on va prendre tout ce qu'on peut et on revient en Allemagne. Non, ça n'a pas de sens parce qu'au-delà des traités de paix et de collaboration économique, ils savent que la France a une armée, ils savent que la France a une force de frappe nucléaire. Enfin, je parle de tout ça très en théorie, évidemment, c'est un exemple absurde. Enfin, la dissuasion du pillage, elle se fait par le fait de savoir qu'on aura la volonté de contre-attaquer, d'avoir une force punitive. Euh, et c'est comme ça que la paix se crée. La paix se fait par la force. Mais c'est vrai que dans une première phase, ben, les campagnes, elles sont un peu vulnérables. Et c'est pour ça que, notamment, moi, j'explique, enfin, un peu brièvement dans l'aspect lien social, que le lien social, c'est-à-dire la coordination avec tous ses voisins, font aussi partie d'une logique de défense. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose que je prône beaucoup. J'en parle notamment dans le reportage de Vincent Lapierre qu'il a fait, Oui, qui s'appelle Survivre. c'est très bien. J'en parle dans la plupart de mes vidéos. J'ai cette chance de vivre dans une communauté rurale où les liens sont encore faciles à créer. Je suis là depuis un an. Je peux pas aller me promener dans mon village sans que quelqu'un s'arrête pour me saluer, me demande comment avance mon projet. Les gens commencent à être de plus en plus au courant de mon projet, pas que de camping, mais aussi d'autonomie et de résilience. Et effectivement, je mise beaucoup sur le fait que je sois utile à ma communauté et je pense que c'est aussi comme ça que les gens devraient l'aborder, à savoir que si on est quelqu'un d'utile à sa communauté, en cas d'attaque, on a envie de défendre ceux qui sont utiles, ceux qui permettent d'aller loin et de vivre bien pendant longtemps. Oui, c'est certain. Et puis, après, alors ce qui est vrai, c'est que si en 2020, quelqu'un est encore sceptique par rapport à la notion de se préparer à des temps difficiles, je pense qu'il faut juste abandonner l'espoir de les convaincre parce que là, on a tout eu cette année. On a eu le terrorisme, on a eu, enfin, surtout du terrorisme moléculaire. C'est même pas des bombes ou des tueries. C'est vraiment des gens qui prennent un couteau et essayent d'assassiner des gens dans la rue. Donc, si on n'a pas compris qu'avec ça, entre les pandémies, vraies ou fausses, entre un État qui dicte des lois du jour au lendemain qui sont en plus, enfin, pas que en France, hein, je parle, qui sont souvent incohérentes et illogiques, donc totalement, elles ont un côté arbitraire d'autant plus fort qu'elles n'ont aucun sens. Et puis je pense que tout le monde s'en rend compte en plus maintenant. Voilà, et tout le monde se rend compte. Alors, à part les gens qui sont, bah, comment dire, serviles par nature et apeurés, et tellement apeurés qu'ils recherchent dans l'autorité une rassurance,
là, si on n'a pas compris que les temps vont être très durs ces prochains mois, ces prochaines années, parce que là, on rentre dans une grande dépression très, 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 très importante, et que rien ne redémarrera, c'est-à-dire que les gens qui ont perdu leur restaurant, les petits commerçants qui ont été tués hein, volontairement par l'État, ça ne redémarrera pas. On peut imaginer des entreprises qui ont réduit leur personnel et qui vont le réaugmenter un petit peu. Mais un petit restaurant, une petite entreprise, ça ne redémarre pas comme ça. Et donc l'économie est durablement saignée cette année, en tout cas 10, voire 15, voire 20% de baisse. Et ça ne se rattrape pas en 2 ou 3 ans. Ça prend du temps. Et donc, nous allons dans des années très, très difficiles. Donc, qui dit année difficile dit augmentation de la détresse sociale, de la criminalité. C'est lié, la corrélation est forte. Et il y a de moins en moins de cohésion au sein d'un pays. Encore que peut-être cette crise de 2020, elle nous montre une forme de cohésion, je vais mettre ça avec 3 guillemets, une cohésion complotiste. C'est que finalement, on s'est tellement tous rendu compte que c'est très très bizarre cette histoire qu'on nous a. Je veux dire, on n'arrête pas une économie pour des AVC, pour la malbouffe et pour le tabac. Pourtant, qui font des pourcentages de morts importants chaque année. Mais on arrête une économie pour quelque chose qui fait 0,014% de mortalité dans la population et surtout qui en fait achève des personnes essentiellement déjà âgées. Donc il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique et donc ça crée une cohésion parmi des gens qui se sentent, c'est l'idée du complotisme en fait, on se Bah, sent comment dire, tenant d'un secret. Là, le secret, il est tellement gros qu'on a la moitié de la population qui se sent Bah, complotiste. on le voit notamment avec le succès du film Hold Up, là, dont tout le monde Ouais. parle en ce moment. Je suis même en train de préparer une vidéo dessus, puisque je me suis fait, je vais pas dire la douleur, parce que c'est aussi parce que j'ai envie d'animer, de faire vivre ma chaîne, mais je me suis fait douleur de le regarder 2 fois. Ah, Il est très imparfait, mais il met quand même effectivement en avant le fait, et je pense que c'est sa qualité première, que on sent effectivement que les gens cherchent des réponses, même si elles sont pas parfaites, ils cherchent des réponses vis-à-vis de bien ça. sûr, bien sûr. Et je pense qu'effectivement, il y a moyen de les souder ensemble. C'est vrai. Alors, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à t'écouter, à te lire, notamment toi et quelques autres, mais c'est vraiment avec toi que ça a commencé, tu prévoyais un effondrement économique. On va dire à l'orée 2020, dans Ouais. ces eaux-là. Donc pour l'instant, tu as quand même misé plutôt juste. J'imagine que tu es d'autant plus convaincu aujourd'hui qu'on est vraiment tout au bord d'un effondrement. Est-ce que tu Enfin, j'imagine que tu maintiens ces prévisions, mais est-ce que tu crois toujours à un effondrement progressif ou est-ce que le Covid-19 va accélérer cet effondrement? Est-ce qu'on peut avoir selon toi, un effondrement brutal ou est-ce que le gouvernement va tout faire pour essayer de ralentir au maximum la descente? Alors, tout d'abord, je ne suis pas prophète. Je ne pouvais pas savoir en 2010, 11, quand j'ai écrit et publié Survivre à l'effondrement économique, mon premier livre, je ne pouvais pas évidemment savoir qu'on aurait eu la crise en 2020 sous cette forme-là. J'écrivais en 2016 avec mon co-auteur, qui est un spécialiste de la question, un livre sur les pandémies, entre autres, et les accidents nucléaires, les éventuelles guerres, etc., en mentionnant que les pandémies sont des événements qui ont régulièrement touché les populations et l'histoire, avec des effets culturels très très difficiles à prévoir euh, pour même les années précédant l'épidémie. Et donc aujourd'hui, on a une épidémie qui a tout d'une épidémie extrêmement violente dans son impact psychologique, dans son impact sur nos émotions, sauf évidemment la mortalité. Mais clairement, la population, enfin, une partie de la population a été terrifiée, surtout dans la première partie de l'année. Et moi-même, par exemple, j'ai été très, évidemment, j'ai appelé au calme, j'ai appelé à la raison dès le départ, en janvier. J'ai commencé à parler en janvier de cette potentielle épidémie. Évidemment, quand j'ai vu que les frontières étaient laissées ouvertes, je me suis dit, bon, bah, quoi qu'il arrive, on va se la manger, parce que c'est sûr que
tout ce qui a été fait pour que ce soit mal géré a été mis en place. En plus, une fois que en tout cas que les premiers malades sont arrivés en Europe, on a fait tout ce qu'il fallait justement pas faire et qui est d'ailleurs expliqué dans les manuels. C'est-à-dire qu'on ne confine pas une population saine, on confine une population malade. Bref, tout ça, c'était dans l'absurde. Et à partir du moment où c'est devenu absurde, et surtout à partir du moment où j'ai commencé à avoir des chiffres euh, qui n'étaient pas amenés par les médias, c'est-à-dire quand on nous montre des images en Chine où des gens tombent dans la rue, bon, c'est effrayant. Après, comme ça n'existe pas et que ça n'a jamais existé nulle part, on doit se poser la question pourquoi on nous a montré ces images et comment ça se fait qu'il n'y a pas ça en France, il n'y a pas ça en Italie, il n'y a pas ça en... Et donc, à partir du moment où ça s'est rapproché, que j'ai des amis, des collègues qui travaillent dans les hôpitaux et dans les services d'urgence et qu'eux rendent ça à une mesure statistique calculable, là, à ce moment-là, j'étais tranquille. Mais c'est vrai que je peux imaginer que pendant le mois de février, de mars, d'avril, la population a été terrifiée en Europe et dans le monde, en fait, où les médias ont eu la capacité de pousser ça. Alors qu'ensuite s'ajoutent là-dessus et s'engouffrent les différents lobbies, sans même aller jusqu'à dire que ça a été planifié, mais en tout cas, l'opportunisme est évident, l'incompétence politique bon, elle n'est plus à démontrer. Les gens, en plus, on n'arrive plus je pense que dans les pays occidentaux, les individus qui font de la politique, non, je veux dire, c'est bientôt la raclure de c'est les plus mauvais, c'est les gens les moins intelligents, c'est les gens en plus les plus soumis et on n'a plus des gens de qualité. Et ça se voit au niveau intellectuel quand on voit aujourd'hui, et je ne vise pas forcément la France, mais dans d'autres pays également, on voit que ce sont au mieux des arrivistes et au pire des gens avec un intellect très limité. Sinon, ils seraient à Wall Street et ailleurs en train de faire du pognon. Et en tout cas, quant à leur vocation, elle n'existe plus. Ça, c'est évident on voit chez personne, à part des exemples rares comme un Jean Lassalle, par exemple, en France. Mais je pense à lui comme ça. Mais il y a très peu de gens, on voit cette étincelle de volonté de vouloir faire le bien de la population dans les yeux. On voit que ce Tout à sont fait. et en fait, ce sont des êtres méprisables, et tellement méprisables qu'on n'a même plus envie de les châtier. Moi, j'ai passé, j'ai même de la pitié en fait pour eux parce ils vont mal finir. Ah, Donc voilà. bah, disons que en cas d'effondrement, je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui voudra les accueillir chez eux, ça c'est clair. Moi, je pose Parce la qu'ils seront question. incapables de faire quoi que ce soit de leurs 10 doigts. C'est des gens qui vivent. Ça, Enfin, s'ils n'ont pas quelqu'un qui leur fait à manger, limite qui leur torche le cul, enfin, ils sont pas capables de faire quoi que ce soit. moi, je pense Et que la question, elle va se régler directement entre eux et leur garde du corps, et ça va être réglé en quelques minutes. Mais je me et, suis égaré avec par rapport à la question que tu m'avais posée. Je suis désolé. Si tu me ah non, rappelles. non, non, t'inquiète pas. Non, non, on était. C'est Parti en juste. Est-ce que tu penses que finalement, au vu des événements de cette année, est-ce que tu penses toujours que couille. l'effondrement peut être Voilà. progressif ou est-ce qu'on va vraiment partir sur un effondrement assez brutal? Voilà. Alors, un effondrement, c'est comme toute chose, hein, c'est un processus. C'est un processus qui peut être plus ou moins lent. L'érosion d'une montagne est un effondrement de la montagne lent. Euh, une avalanche, c'est un effondrement partiel rapide. Par exemple, un éboulement de roche ou autre. Je prends un exemple de mes montagnes. Alors, c'est sûr que notre effondrement économique de l'Occident, moi, je mets son point de départ à la fin des années 70 avec les chocs pétroliers qui commencent à taper sur l'économie. Et puis, tout d'un coup, ça s'arrête puisqu'on a de nouveau du pétrole bon marché qui vient de mer du Nord. Donc, ça redonne de l'oxygène, si on veut, de lubrifiant, si on veut, dans l'économie. Et puis, ayant financiarisé les économies, on a créé, entre guillemets, de la richesse financière euh, par en fait des économies qui ne sont plus liées au travail, en réalité au travail euh, physique. Et donc on a créé l'illusion, et en plus on a accentué par la dette au cours des années 90, 2000 jusqu'à maintenant, d'une croissance de la richesse sur le papier qui est, et sur l'argent dépensé qui est réel, mais qui est occulte une grande partie de la population qui se précarise, on va dire les gilets jaunes pour faire simple si on prend l'exemple de la France, mais qui sont en fait le résultat d'un long processus de désindustrialisation, de, de dé,
premiérisation, dans le sens où le travail dans les secteurs primaires ou secondaires, donc tout ce qui est agriculture a été réduit, tout ce qui est industrie euh, lourde, mine, production d'acier, fabrication de machins lourds, quoi. Ça a été réduit, et ceux qui ont encore du travail sont dans le tertiaire. Tout le tertiaire n'est pas à jeter, bien sûr, mais il est plus fragile. Et donc, cet effondrement, il est devenu en réalité très structurel, mais les économies sont maintenues à flot grâce à un flux d'argent créé, inventé, qui est basé sur une dette croissante qui aujourd'hui a des niveaux absolument gigantesques, encore plus je pensais que c'était gigantesque en 2010, mais aujourd'hui ça a été multiplié par 10. Donc on est monté, non seulement on est au bord du précipice, mais en plus on a ajouté des échelles pour monter encore plus haut face à la chute. Et là, la question, donc, est-ce que cet effondrement qui passe par des phases d'accélération et ensuite de ralentissement, est-ce qu'il va continuer à être dans cette phase-là de crise et puis reprise un petit peu, puis ensuite crise? C'est tout à fait possible que ça puisse continuer comme ça encore un certain temps. Ou alors est-ce qu'il tombe tout d'un coup de manière très rapide? Alors, il y a des scénarios où ça peut aller très rapide. Il y a des scénarios de guerre civile. On peut imaginer un attentat ou des incivilités, je mets ça avec 14 guillemets, parce qu'une incivilité, lorsqu'on a quelqu'un qui traîne en voiture une jeune fille sur plusieurs centaines de mètres, c'est pas vraiment une incivilité, c'est de la guerre de basse intensité. Et, euh, et lorsque ça pourrait s'accélérer, parce que tout d'un coup, bah, on aurait une manifestation qui dérape, avec des morts, avec plus ou moins organisée. Enfin, ça peut partir très très vite dans quelque chose de très violent. Là, ça s'accélère de manière extrêmement brutale. On peut imaginer aussi des guerres. Hein, imaginons un chef d'État extrêmement agressif qui déclenche une guerre contre un pays pour des ressources. Hein. Suivez mon regard en regardant au-delà de l'Atlantique. Eh bien, on peut très bien imaginer que cette guerre dérape et qu'ensuite on finisse par un échange d'armes un peu sérieuses. Et là, on rentre dans quelque chose qu'on n'a pas connu depuis très longtemps. Mais on peut imaginer une attaque nucléaire terroriste ou d'un État qui s'est fait agresser sur une place financière comme Londres ou New York, par exemple. Moi, je vois très bien le scénario d'une guerre contre l'Iran. La manière dont l'Iran pourrait répondre, c'est ils ont eu quand même le temps de se préparer depuis qu'on annonce une agression contre l'Iran. On peut très bien imaginer une riposte de l'Iran, non pas sous forme, je prends un exemple comme ça, non pas sous une forme de missile, par exemple, mais tout d'un coup une arme nucléaire dans un conteneur qui se retrouve dans le port de Londres ou de New York et qui à ce moment-là est détonné avant qu'on ait découvert ce qu'il y a dans le conteneur. Ils ont largement le temps de faire un truc. Aujourd'hui, il peut y avoir des guerres asymétriques qui pourraient provoquer des chocs à la fois psychologiques, mais aussi euh, euh, bah, voilà, économiques très très importants. Et donc, ça pourrait accélérer. Alors, le truc, c'est que notre travail en tant que survivaliste, si on veut dire, ou en tant qu'individu, c'est qu'on peut réfléchir, et c'est sain de réfléchir à ces scénarios sans être paranoïaque et d'y croire. C'est-à-dire que celui qui va se lever le matin en disant « Ah putain, l'Iran, il pourrait faire ceci et puis il pourrait faire cela », les scénarios sont tellement nombreux que finalement, il risque de tomber d'abord dans une inaction, dans une paralysie, de ne rien faire parce que il se dit oui, mais si, et si, et si. C'est comme des gens qui te disent j'achète pas d'armes parce que si j'ai des armes, un jour l'État pourrait venir les confisquer. Je dis bah, c'est super, comme ça il n'a pas besoin de le faire, il a déjà fait le boulot préventivement. Le jour où l'État veut confisquer tes armes, bah, tu fais ce que tu dois faire, tu as une procédure dans ces situations-là. Et, euh, et donc, sans être dans ces scénarios à outrance, nous, c'est déjà en dire ben, qui est une guerre civile, qui est juste une crise économique avec une reprise plus tard. Ben, ce qu'on peut faire, c'est essayer de réfléchir, avoir des sources de revenus pour gagner notre vie, qui sont peut-être autres que celles hyper dépendantes d'un monde tertiaire, salarié, dépendant de flux optimaux de l'économie, et se dire, ben, finalement, je quitte les villes, ou alors je m'arrange en ville pour avoir une vie un petit peu plus autonome,
je produis une partie de ma nourriture, j'essaye, comme certains, d'allier au fait de vivre à la campagne, d'avoir des chambres d'hôtes ou du camping ou des activités qui attirent des gens, de l'élevage. Moi, j'ai une amie qui fait de l'élevage de cheval, de chevaux dans sa bade. Parce qu'elle s'est dit, elle aime bien les chevaux. En plus, c'est un moyen de locomotion à l'avenir qui peut-être ne dépend pas du pétrole ou pas autant. Et elle se dit, mais maintenant que j'ai des chevaux, je vais faire de la reproduction parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en cherchent maintenant. Et donc, elle commence à faire de la reproduction de chevaux. Et puis, ça rapporte bien. Et finalement, elle se dit, mais c'était une super idée de quitter la ville et de faire ça. Et alors, elle a découvert, c'était pas un plan, elle a découvert ça sur le tas, mais, mais réfléchir à comment est-ce que je tire mon épingle du jeu, comment est-ce que j'ai des métiers, des compétences, même un titre individuel qui sont à toute épreuve, qui sont antifragiles, pour reprendre cette expression de Nassim Taleb, comment est-ce qu'on peut développer notre vie pour que d'un côté, ça nous apporte de la joie de vivre, de la satisfaction. Moi, je vois les enfants à la campagne, ils sont quand même ils ont une vie beaucoup plus saine et plus sympa que l'abrutissement qu'ils ont dans les écoles en ville et surtout avec ces écrans démoniaques qui te bouffent ta vie. Donc, voilà. C'est justement moi mon projet ici par rapport à tout ça, justement, était parti sur la même base de réflexion et c'est rigolo parce que peu après que j'ai démarré ici, enfin que j'ai démarré à travailler sur mon projet, tu avais fait une vidéo qui était très intéressante qui disait que, en gros, créer votre propre métier puisqu'il faut être autonome également par rapport à ça. Ouais. Et moi, justement, ma base de réflexion, ça a été moi, je suis quelqu'un, voilà, je me prépare pour moi, je me prépare aussi pour ma famille proche, genre ma femme et mes enfants, mais aussi ma sœur, ma mère et d'autres amis très proches qui d'ailleurs sont tous au courant de ce que je fais et l'approuvent. Et ça, c'est peut-être une de mes plus belles réussites qu'on m'ait pas repoussé par rapport à ça. Et moi, l'idée, justement, c'était, bah, tu vois, là, je suis dans une yourte, j'ai besoin d'un tout petit chauffage de rien, il fait super bon dedans, c'est hyper agréable. Et mon idée, c'était l'avantage d'un camping comme je fais, un camping à la ferme, c'est qu'il me permet à la fois d'acquérir des logements faciles à monter, confortables, pour accueillir des gens en cas de moments plus difficiles, en cas d'effondrement de l'économie. J'ai également des terres qui me permettent de cultiver et je pourrais jamais tout cultiver par moi-même, donc accueillir du monde le permettra aussi. Et finalement, je peux très facilement basculer de ce métier à, on va dire, une base autonome Oui, pour beaucoup de monde. oui. Et effectivement, cette idée, je pense, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup transparaître sur ma chaîne. J'incite vraiment les gens à réfléchir à leur métier. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est confortable quand on a un métier de bureau, qu'on gagne 2 000 € par mois. Je sais qu'en Suisse c'est pas beaucoup, mais en France c'est pas mal. C'est la moitié de Et de la moitié gagner des enfants. Donc, pas le... et j'incite vraiment les gens à réfléchir à plus long terme, puisque le problème aujourd'hui, c'est qu'on réfléchit pas suffisamment à long terme. Je rebondis sur ce que tu disais juste avant par rapport à... Donc, tu vois, on parlait de guerre, on parlait de... Alors, même si c'est des possibilités qu'aujourd'hui, je pense pas encore trop présentes, mais qui peuvent malheureusement arriver, qu'est-ce que tu aurais à dire justement aux personnes qui considéreraient que ton approche est trop anxiogène? C'est quelque chose que je vois par-ci par-là qui peut être reproché. Moi, le premier, il y a 26 ans, quand j'avais 26 ans, quand j'ai découvert ton bouquin, euh, j'ai eu moi-même une petite période un peu anxieuse où j'ai un peu eu le syndrome de Cassandre à essayer de prévenir tout le monde et personne m'écoutait. Aujourd'hui, j'ai une approche qui est plus modérée. Malgré tout, j'essaye d'être lucide. Et justement, qu'aurais-tu à dire à ces personnes qui te diraient que tu as une approche trop anxiogène pour que les gens veuillent s'y intéresser? Alors, s'ils le ressentent ainsi, c'est qu'ils ont raison, parce que ce sont leurs émotions, et ils ressentent cette anxiété, euh, peut-être parce que je touche juste aussi. Mais cela dit, la critique est très juste et très bonne, et en fait, j'aime beaucoup les critiques euh, parce qu'elles me font réfléchir, elles m'amènent aussi à me remettre en question, et malheureusement, les bonnes critiques sont rares, parce que moi, j'aurais attendu des critiques plus intelligentes
Je prends quelques-unes des moins intéressantes qui étaient celles de dire ne t'en fais pas, il y aura toujours du pétrole. Ok, voilà, on verra. Et quand je creuse la question, je dis pourquoi tu penses qu'il y aura toujours du pétrole? Ils te disent parce que le pétrole c'est abiotique. Je dis oui, parce que tu as lu le article sur Internet qui tourne depuis 20 ans et qui n'est absolument pas corroboré et qui est complètement folle dingue et tu as envie de croire que ça, il y aura toujours du pétrole parce que tu n'as pas envie de faire le boulot. Très bien, ben, c'est ta vie, tu fais comme tu veux. En revanche, sur le côté anxiogène, et pourtant j'ai l'impression d'avoir fait très attention d'être très en deçà de ce que je pense vraiment de ce qui va arriver, notamment sur les conséquences de, 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 de crises lourdes, parce que j'ai fait très attention de ne pas décrire certaines des choses que j'ai vues dans beaucoup de pays où j'ai travaillé, qui ont suivi des conflits, comme notamment en Yougoslavie ou en guerre, en Afrique. Et donc, j'ai pourtant fait attention d'être très en deçà de ce qui pourrait être anxiogène, et j'ai aussi fait très attention de ne pas, ni dans mes chaînes YouTube ou autres, de ne pas surfer sur les faits divers, par exemple, ni sur chaque crise mondiale du moment, et d'alerter les gens. Je vois des gens sur Internet, surtout dans les réseaux américains, où chaque fois que la Corée du Nord, je prends un exemple, fait une annonce d'un nouveau missile, etc., ils font des vidéos où ils hurlent attention à la guerre nucléaire, attention à la guerre avec la Corée du Nord, etc. Moi, la seule fois où j'ai parlé de la Corée du Nord, c'est pour dire que justement, ça n'allait pas être un danger. Donc j'ai plutôt l'impression d'être pas très anxiogène. Mais enfin, j'entends la critique. Euh, sur le fond, elle est sûrement très juste, malgré l'impression que j'ai d'avoir plutôt essayé d'être pas du tout anxiogène. Et ceux qui ont lu mon livre NRBC, qui traite de sujets ultra anxiogènes, les pandémies sont très anxiogènes, l'accident nucléaire ou la guerre nucléaire, elle a été anxiogène pendant la guerre froide de manière très, très aiguë. Dans ce livre, on essaie justement par exemple, de démystifier beaucoup des choses terrifiantes dans ces domaines. Par exemple, lorsqu'on parle de pandémie, moi, j'aime bien, dans mes procédures personnelles également, j'aime bien me poser la question, qu'est-ce qu'est la pire chose qui peut arriver? Et la pire chose qui peut arriver, par exemple, dans une pandémie, c'est qu'en gros, 50% de la population meurt. Bon, on n'en est pas là aujourd'hui, on est loin d'être là aujourd'hui, on est à 500 fois moins. Mais enfin, voilà, les civilisations, elles ont survécu à 50% de pertes, hein, ça c'est déjà arrivé. En cas de guerre nucléaire, là aussi, bah, beaucoup de gens de ma génération et de la génération précédente qui ont vécu la guerre froide euh, étaient terrifiés et s'imaginaient la fin de la planète, carrément. Évidemment, la fin de l'espèce humaine, alors que pas du tout. Même une guerre nucléaire où toutes les ogives nucléaires seraient utilisées, ce qui n'aurait pas de sens d'un point de vue stratégique, euh, ne serait absolument pas capable de rendre la vie impossible, ne serait-ce que pour l'être humain. C'est absolument enfin, c'est pas insignifiant, mais c'est petit. Ce n'est pas un impact avec une météorite gigantesque. Enfin, c'est autre chose. Les forces ne sont pas les mêmes. Donc, non seulement parce que je voudrais répondre de manière intelligente à cette critique, mais aussi parce que je crois qu'il est nécessaire d'apprendre à vivre avec le moins d'anxiété, le moins de stress et le moins de peur possible, et donc toutes les émotions qui sont suscitées lorsqu'on a des événements anxiogènes qui arrivent. Je travaille en ce moment sur un livre sur la gestion de la peur et de l'anxiété. Et plus j'avance, j'en suis à peu près à la moitié, donc j'espère le terminer pour fin de l'année prochaine, plus j'avance dans ce livre, dans l'écriture de ce livre, et donc les recherches qui vont avec, dans la neurologie, dans la psychologie, évidemment dans les outils de gestion qui vont je sais pas, de la respiration, gestion de la respiration, jusqu'à aussi une bonne stratégie de vie. Donc c'est très vaste comme un panel de solutions. Plus je me rends compte que, en fait, ce qui est anxiogène en réalité aujourd'hui, c'est pas Pierrot ou qui d'autre qui vous parle de potentiels problèmes économiques, de potentielles guerres civiles. Non, ce qui est anxiogène, c'est la télé au quotidien, c'est les médias au quotidien, c'est aussi la vie salariée
où on a un petit chef qui nous terrorise, où on a nos collègues qui nous dénoncent, on a les ragots de couloir, etc. On a surtout, très anxiogène et stressant, des heures perdues de notre vie tous les jours dans des embouteillages, dans des transports, avec des gens qui au mieux sont pas sympas et qui sentent mauvais et qu'on n'a pas envie de voir et bondés, parce qu'aujourd'hui on voit très bien, s'il y a propagation d'un éventuel virus, c'est pas le soir après 21 heures sur une terrasse de café, hein, c'est dans les transports publics. On a vu aujourd'hui, par exemple en Suisse, on a fait des calculs, on a fait des recherches avec même des prises d'échantillons, etc. 90% des contaminations, elles se font dans les transports publics. Et donc maintenant, les commerçants en Suisse sont en semi-révolte. On a un truc qui ne se voit jamais en Suisse. On a des associations de commerçants dans la rue qui gueulent, qui manifestent devant les bureaux des autorisés et qui menacent de continuer à ouvrir les restaurants et les magasins malgré les interdictions pour dire si 90% des contaminations se font dans les transports publics, pourquoi vous interdisez pas les transports publics et que les gens aillent à pied ou à vélo au bureau ou en voiture, même si c'est pas écolo, tant pis, alors que vous fermez les restaurants, alors qu'on a montré que c'est pas dans les restaurants et que c'est pas sur les terrasses que ce virus, sans beaucoup d'effets d'ailleurs, mais enfin, c'est pas là où il se propage. Et on se rend même compte que là où il y a des personnes âgées, c'est la propagation, elle se fait par le personnel soignant, malgré lui, évidemment. Donc, euh, pourquoi on tue les... Enfin bref, l'aspect anxiogène, il n'est pas là, n'est pas chez le donneur d'alerte. Normalement, il est dans la société dans laquelle on vit. Cela dit, j'écoute et j'entends bien la critique et voilà, et je dois ménager le fait d'essayer de dire ce que je pense être la vérité et en même temps, évidemment, de le dire d'une manière qui est relativement euh, écoutable. Après, on n'est jamais. J'ai bien vu que, notamment en France, mais pas que, dès qu'on dit quelque chose qui ressemble à la description du réel, on est automatiquement classé fasciste, extrême droite. Donc, de toute façon, il faut apprendre à ne J'y ai plus déjà avoir. eu le droit, je connais. Oui, bien sûr, mais évidemment, je veux dire, t'as les cheveux longs, donc forcément, t'es un fasciste nazi, c'est Ah, logique. mais terrible. Oui. Donc, Ça, euh, ça, donc, euh, ça se ressent. donc, de toute façon, toute personne qui varie d'un iota de la narration officielle qui elle-même devient de plus en plus extrémiste au fil des mois, euh, eh bien, fait que tu es nazi-fasciste. Donc, en gros, selon la définition des bien-pensants, 99% de la population aujourd'hui est nazi-fasciste. Bon, ça se voit pas tellement dans les votes ni dans les actions quotidiennes, mais enfin, on est dans ce genre de psychose de toute façon, ce qui est aussi un symptôme, et je le dis ça comme lanceur d'alerte, c'est un symptôme très important et très flagrant de la fin d'une époque, de la fin d'une civilisation. Lorsque une civilisation se préoccupe de discuter du sexe des anges, alors que l'ennemi frappe aux portes et que l'invasion, et je prends un exemple de Byzance, pour ceux qui n'auraient pas saisi, Constantinople, qui était assiégé par les Turcs en 1492, et le concile religieux passait son temps à discuter, notamment d'une question théologique sur est-ce que les anges ont un sexe, eh bien, on en est là, c'est-à-dire on discute de qu'est-ce qu'un homme, est-ce qu'on peut être à la fois un homme, une femme, un abat-jour ou un chien, alors que le monde est au bord de la plus grande crise économique de l'histoire et que nous avons des tensions dans nos villes absolument gigantesques. Donc voilà, c'est un symptôme de l'effondrement. Ok. Voilà, longue réponse à une question simple. Ah, mais c'est très bien. Moi, je suis quelqu'un qui adore digresser, qui adore les réponses à rallonge, parce que je pense qu'on donne pas suffisamment, malheureusement, le temps aux gens qui sont intéressants de dire les choses. Alors, très rapidement, euh, je voulais parler d'un sujet qui est assez tabou dans le survivalisme, et c'est quelque chose que j'ai vu qui t'a été des fois reproché,
et qui me l'a été aussi. En fait, finalement, le sujet, c'est l'argent. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, quand, par exemple, mon projet a été présenté via le Média pour tous, m'ont dit, oui, mais bon, t'as vu la taille de sa ferme, tout le monde peut pas se payer ça. Si les survivalistes, c'est forcément ceux qui ont du pognon, nanana, nanana. Enfin bref, je pense que tu as déjà entendu parler de cette mélodie. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Est-ce que finalement, l'argent est si important et si central quand on veut se préparer? Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Je vais te laisser développer ça et je mettrai un tout petit mot par rapport à mon projet après. Mhm. Alors, est-ce que tu as la réponse sympa ou la réponse pas sympa? Alors moi, je suis quelqu'un, le politiquement correct, je m'en tamponne le fion. D'accord. Je discute régulièrement avec Alexis d'une autre chaîne qui s'appelle Projet Liberté, qui avait été interviewé par Ma Ferme Autonome et qui est un peu dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire que moi, je fais pas une chaîne YouTube pour lécher le cul des gens, je fais plutôt une chaîne YouTube pour alerter et je suis vraiment ce que je suis dans la vie dessus. Donc, tu peux y aller, voilà, si envoie. Alors, ce symptôme d'argent, qui est un mal particulièrement développé en France, euh, c'est le symptôme d'une mentalité d'esclave. C'est le symptôme de gens qui finalement se réfugient dans la plainte, se réfugient dans le fait de geindre pour se donner une excuse à ne pas faire, à ne pas bouger. Est-ce que l'argent est important et aide? Bien sûr, bien sûr que il vaut mieux être en bonne santé qu'en mauvaise santé. Il vaut mieux être riche que pauvre. Il vaut mieux être bien portant et beau que rabougri, avorton et moche. Évident, demandez ça aux femmes, elles le savent encore mieux que les hommes. D'ailleurs, les femmes se plaignent rarement de ces histoires d'argent, c'est surtout une histoire de mecs. Et donc, c'est une excuse pour rien faire, c'est une excuse pour se plaindre. Et cette excuse, alors pour là, je vais redevenir gentil, en fait, elle nous a été mise dans la tête par un monde qui veut nous rendre de plus en plus dépendants, de plus en plus serviles et soumis, et donc esclaves. Alors, quand je parle de mentalité d'esclave, ma référence, elle est évidemment à, tada, les gens qui nous écoutent l'auront compris, à Nietzsche, évidemment, qui montrait que finalement, il y a deux sortes d'individus. Il y a celui qui est capable, avant même que l'argent et les ressources soient mis une question, qui est capable de prendre en main sa destinée et se dire, bah, j'ai une certaine volonté, Nietzsche appelle ça la volonté de puissance, j'ai une envie de réussir et de faire quelque chose dans ma vie, eh bien, je ne vais pas m'arrêter face aux obstacles, qu'ils soient financiers ou de caste ou de quoi d'autre, je vais le faire, je le fais parce que c'est plus fort que moi et j'y vais. Les artistes connaissent très très bien cette pulsion de création et un vrai artiste ne s'arrête pas en disant ouais, mais c'est trop cher d'acheter des pinceaux et de la peinture. Il va se démerder, il va aller les voler s'il le faut, mais il va faire son tableau, sa sculpture ou quoi que ce soit. La préparation n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté et de mentalité d'abord. Parce qu'on a des gens, et j'en connais plein, qui finalement ont une stratégie de résilience qui est avec les moyens du bord, en fonction de leurs moyens, leur famille, leur travail, les contraintes qu'ils ont. Et ces gens-là, ils ne sont pas à se plaindre. Est-ce qu'ils voudraient avoir 100 000 euros de plus pour faire leur projet? Évidemment. Mais ils ne les ont pas, alors qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils dépensent moins d'argent, ils arrêtent, ils vendent leur télé, ils vendent leurs DVD, ils ont moins de biens, etc. Ils changent aussi leur mode de vie pour être plus rationnel, pour avoir moins de dépenses, pour peut-être aussi gagner un petit peu plus. Peut-être que 35 heures par semaine de travail, les cocos, c'est pas assez. Peut-être que 35 heures de travail, c'est quelque chose que vous pouvez faire en 2 jours. Et donc, ça vous laisse encore 5 jours supplémentaires pour ajouter pas mal d'heures de travail. Donc, quand vous vous plaignez, ah, c'est trop cher, mais peut-être que vous n'êtes pas capable de bosser. Et puis, enfin, donc il y a aussi un côté, il faut se bouger le cul pour atteindre ces projets. Parce que moi, les sous que j'ai investis dans ma ferme, bah, je les ai gagnés avant. Et je les ai gagnés avant à coût de 16 heures de travail par jour. Donc, moi, celui qui me dit oui, mais gna, 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 l'argent et tout, je souris. euh, mais intérieurement, c'est pire que sourire.
Moi, j'imagine le type dans les tranchées. Ah oui, mais il fait trop froid. Et puis l'ennemi, il est trop méchant. Et puis les balles, elles font mal. Et puis je veux ma maman. Et puis, mais putain, les mecs, vous voulez, je veux dire, vous dites survivaliste, mais euh, c'est quand la dernière fois que vous avez souffert dans votre vie? Alors les gens vont me dire, et toi, Pierrot, c'est quand la dernière fois que tu as souffert? Bah, tu connais pas ma vie et tu connais pas ma force de volonté. Mais à la fin, c'est pas grave. Je veux dire, eux, ils sont pas dans mes bottes et moi, je suis pas dans les leurs. Et puis, je leur souhaite bonne chance de toute façon. Et puis, enfin, pour conclure sur ce point, encore une fois, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment? Est-ce qu'on vit notre vie en se disant, je suis un salarié qui se plaint de ne pas avoir assez d'argent et, enfin, et encore une fois, qui nous a mis ça dans la tête? On nous a mis ça dans la tête pour nous rendre des bons esclaves dociles. Je le disais dans une autre interview récemment, les gens ne le savent pas, mais les esclaves, les vrais, hein, les vrais esclaves avec des chaînes et qui étaient fouettés euh, dans l'Antiquité ou jusqu'à ce que les méchants blancs annulent, interdisent l'esclavage à travers le monde. Eh bien, ces gens-là, en fait, ils étaient salariés. Le maître, en général, le maître romain ou grec ou égyptien ou je ne sais pas qui avait des esclaves, enfin, tout le monde en a eu. Même le maître arabe ou le maître en Amérique qui avait des esclaves sur sa plantation, à la fin du mois, à la fin de la semaine, il leur donnait quelques sous pour qu'ils puissent aller au marché du coin pour s'acheter quelque chose. Et donc, il y avait toujours une toute petite, un tout petit élément de capitalisme, même chez les esclaves, afin qu'ils se sentent euh, capable de mettre un peu d'argent de côté pour s'acheter un petit truc. Un petit truc qui peut être pour certains, ça peut être la prostituée du mois, ou pour d'autres, c'est un petit peu de nourriture qui améliore l'ordinaire, un petit peu de... souvent, c'était des bouteilles dans lesquelles ils pouvaient faire de l'alcool en douce et qu'ils pouvaient revendre. Enfin, il y avait une sorte de mini-économie parallèle que les esclaves avaient le droit de faire. Ça n'empêchait pas qu'ils étaient propriété du maître et qu'ils devaient travailler, mais c'était aussi un moyen pour que les esclaves comparent les maîtres les uns aux autres en disant, ah bah tu sais, moi mon maître il est gentil parce qu'il m'a donné 50 euros à la fin du mois. Et moi mon maître il est gentil, il m'a donné le RSA. Et moi mon maître il est sympa parce qu'il m'a fait une augmentation, il m'a donné un bonus de Noël cette année. Mais le... Finalement, le fouet, il est mental aujourd'hui. Ah ouais. Et donc cet aspect de jalousie, cet aspect panier de crabe, il fait partie du système de domination, il fait partie du système de maintenir les gens finalement dans l'esclavage. Parce que même les politiciens qui ne bossent que pour avoir leurs 10, 12 000 euros, 15 000 euros d'avantages mensuels net d'impôts, mais eux aussi ils sont esclaves des maîtres qui, eux, les 15 000 euros, c'est ce qu'ils gagnent toutes les 5 minutes. Donc, quand on voit les vrais maîtres du monde, les vraies grandes fortunes, les 100 ou 200 milliards de Jeff Bezos, c'est pas en étant salarié chez Leclerc. Je veux dire, et j'ai rien contre les gens qui sont salariés chez Leclerc, mais il y a un moment où il faut sortir et briser ses chaînes mentales d'abord. Tout à fait. Bah écoute, très rapidement, le parallèle, moi, par rapport à ce que je fais ici, c'est que bah, on m'a souvent reproché, oui, mais regarde, c'est facile pour toi, t'as une grande maison, t'as du terrain, tout ça. Ok, mais alors il faut savoir, pour la petite information, que si j'ai réussi à acquérir tout ça, c'est ils ne voient pas, c'est les 3 ans avant à chercher les financements parce que j'avais pas vraiment beaucoup d'argent de côté, même quasiment pas. Et donc du coup, j'ai misé le peu que j'avais dans ce projet. 3 ans à trouver les financements, à faire des réunions, des rendez-vous avec la région, avec tout ça, pour finalement y arriver. Donc, et c'est parce qu'à un moment, bah, j'ai décidé que je ne voulais pas être salarié toute ma vie et que je ne supportais pas ça. Euh, on va très rapidement, on va également parler d'alimentation, puisque il me semble bien que c'est quelque chose auquel tu travailles toujours. Oui. On a d'ailleurs un ami en commun, Gilles Lartigot, qui est quelqu'un qui est, ouais, voilà, salut Gilles. Un grand monsieur. C'est quelqu'un que j'ai même accueilli chez moi. J'avais organisé une de ses conférences. C'est quelqu'un qui est vraiment au top. Et c'est celui qui m'a également fait comprendre à quel point l'alimentation était primordiale, notamment dans le survivalisme, puisque qui veut voyager loin ménage sa monture. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de ce que tu fais toi au quotidien
pour être en bonne santé, le sport, la bouffe, tout ça. Et voilà, histoire de nous montrer un peu qui est Pierrot, contrairement aux gens qui te font leurs proches, tout comme à moi, de bien aimer manger. À côté de ça, je crois savoir que tu es quelqu'un d'assez endurant et d'assez physique. Donc, comment fais-tu pour ça? Alors, c'est vrai que, bon, moi, alors, pour reprendre les choses dans l'ordre, j'ai la chance d'avoir une excellente génétique qui, depuis l'enfance, a été entretenue et développée par beaucoup de sports. Et j'ai fait de la natation à un niveau compétition quand j'étais très jeune. Je fais de l'athlétisme, du tennis. Voilà, comme beaucoup de gens de ma génération qui ont eu la chance d'avoir des parents qui les ont poussés au sport, parce que mon père faisait beaucoup de sport aussi. J'ai pu faire voilà, de la course à pied, du vélo, du VTT de manière assez intense jusqu'à 20-25 ans. Quand je montrais à mon ami les photos de quand j'avais 18-25 ans, putain, j'étais une bête, quoi. Et puis, avec le travail, eh ben voilà, c'est pas en bossant 16 heures par jour, euh, avec la particularité très, très courante à beaucoup de gens de compenser le stress par de la nourriture, parce qu'effectivement, quand on mange, on a un effet physiologique très net, c'est qu'on déclenche le système digestif qui travaille sur le système nerveux qui nous calme et qui nous amène à être déstressés de manière physique. Et donc, j'ai pris cette habitude, pardon, Ah, Covid. tes souhaits. Euh, j'ai encore mes anticorps. J'ai eu mes résultats hier d'anticorps de Covid ça fait donc depuis mars que je l'ai eu, et j'ai toujours des anticorps développés suite à l'exposition à ce virus. Donc c'est très bien. Euh, et donc j'ai pris cette mauvaise habitude de compenser le stress par la nourriture. Alors je suis plutôt un gourmet, mais il m'est arrivé aussi, notamment pendant les voyages, lorsque je voyageais à travers le monde, avec les clients, quand on est efficace, on a un premier client au petit déjeuner, un client à midi, un client le soir. Alors certes, ça fait beaucoup de ventes, ça fait beaucoup de commissions, ça fait beaucoup de gains financiers, mais après, ça fait aussi beaucoup de kilos. Et je me suis rendu compte, vers l'âge de 30 ans, que j'avais pris un peu, et j'ai commencé à changer. Malheureusement, les changements sont très lents. Et puis, les stress s'accumulent. Et on n'est pas. Ce qui est marrant, c'est que quand on a 20 ans, les stress, ce sont les études. À 25 ans pour moi, parce que j'ai commencé à travailler assez jeune, j'ai commencé à 23 ans à être en entreprise. Euh, le stress, c'est la clientèle, les voyages, etc. Puis, dans la trentaine, sont arrivés mes 4 enfants. Et donc, j'ai constamment eu une bataille dans ma vie entre, d'un côté, faire du sport, rester en forme physique. Et effectivement, j'ai pu maintenir une endurance et une force musculaire qui sont largement au-delà des gens de mon âge et largement exceptionnelles. On le voit. Et les gens qui me rencontrent physiquement, que chaque fois, ils me disent: Ah ouais. Et moi, je leur dis: Ouais, tu comprends pourquoi moi, je suis jamais agressé dans la rue. Je connais ça. Voilà, parce que, et en plus, avec 10 ans d'arts martiaux derrière moi, depuis une dizaine d'années, je fais même plus maintenant, j'ai 14 ans d'arts martiaux derrière moi, c'est sûr qu'en plus, ça amène, pour quelqu'un de mon âge, de 49 ans, j'ai une force musculaire assez impressionnante. Mais, d'un autre côté, le stress, il a continué, je me suis marié, c'est un stress, les enfants sont arrivés, après, il y a eu toutes sortes de vicissitudes ces dernières années dont je ne parlerai pas, mais qui ont amené aussi du stress. Là, le Covid, étonnamment, ça a été une période extrêmement stressante, de fait d'avoir les enfants à la maison, leur faire l'école, leur faire à manger, leur faire nettoyer, ranger, enfin, une vraie situation de bad, hein, où je me suis retrouvé avec 4 gosses à devoir faire tout, la cuisine, manger, parce que c'était pas une situation suffisamment violente pour que mes amis, ou disons l'équipe avec laquelle nous sommes censés nous retrouver en cas de crise, aient eu besoin de venir. Donc j'ai dû un peu gérer tout ça tout seul. Donc par exemple, pendant les 3 mois ou 4 mois de confinement, 3 mois de confinement, j'ai repris 10 kilos, par exemple. Alors là-dessus, la question, c'est que ça fait longtemps que je travaille sur la recherche de la recette miracle. Et
s'il y a une conclusion que j'ai réussi à trouver, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Gilles pourrait nous en parler, il pourrait nous dire, bah, bien sûr, c'est une combinaison dans laquelle il faut en plus trouver le bon équilibre et la bonne adaptation pour l'individu que l'on est chacun, d'activités sportives efficaces, mais pas trop, parce que c'est aussi un stress, le sport et l'activité physique. Donc, il faut savoir trouver celle qui nous développe correctement ou qui nous maintient correctement. La nutrition qui est à la fois capable de nous amener tout ce dont on a vraiment besoin. Et là, il y aurait énormément à dire par rapport à ce que dit, et dans le bon sens, par rapport au livre Hit de Gilles, où on nous explique très justement que les apports nutritifs de la nourriture moderne, même bio et même lorsqu'on l'a choisi saine, avec des fruits et des légumes pour l'essentiel, arrivent de moins en moins à nous amener les nutriments en qualité et en quantité nécessaire pour que l'on puisse avoir en avoir suffisamment par rapport à la même nourriture équivalente d'il y a un siècle. Ce n'est plus la même chose qu'il y a dedans. C'est les modifications génétiques des graines, et des fruits et des arbres. Donc, on doit rechercher, on fait cet effort. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de le faire lorsqu'on est, comme toi ou comme moi, plutôt à la campagne, que lorsqu'on est en ville, d'aller chercher la pomme ancienne, etc. Et là, d'ailleurs, j'ouvre une toute courte parenthèse, c'est vrai que celui qui a les moyens, il a un peu plus de facilité d'aller chercher et d'avoir accès je sais pas, à des fruits tropicaux, des mangues, des avocats, qui sont des super aliments qui nous aident. Celui qui a moins d'argent, en revanche, il doit utiliser plus sa créativité, son inventivité pour aller se faire devenir copain avec les agriculteurs qui ont encore des vieilles variétés de pommes, des vieilles variétés de légumes, avec qui il peut échanger, avec qui il peut peut-être prendre des graines et les cultiver chez lui. Parce que je veux dire, quand on voit dans un supermarché, par exemple, les pommes, je sais pas, il doit y avoir 3 variétés alors qu'il y en a 500 dans nos latitudes. Alors, moi, je dois avoir 4 ou 5 variétés de pommes dans ma ferme, d'arbres de pommiers. Je dois avoir 3 ou 4 sortes de poiriers, par exemple. Bon, eh bien, déjà, parce que certains sont précoces, d'autres sont un peu plus tardifs, ça me permet d'avoir un peu plus de variété, un peu plus voilà, de temps de récolte, donc de productivité sur le temps, parce que sinon, les poires, par exemple, c'est extrêmement compliqué à garder, par exemple, en tout cas à part certaines variétés. C'est pas facile, c'est pas facile toujours. Hein. Une Williams, par exemple, elle est mûre, enfin, tu as 1 heure. Avant cette heure-là, elle est trop dure, et après, elle est pourrie. Donc, tu as 1 heure pour la choper et la bouffer. Je plaisante un peu, mais c'est un type de poire qui est fragile, quoi. Qui est succulente, mais qui est fragile. C'est pour ça qu'on l'utilise plutôt pour faire de la gnôle que pour la manger. Parce qu'une fois qu'elle est un tout petit peu pourrie, c'est pas grave, on la fait fermenter, ça va encore. Enfin bref, et donc je travaille sur cette nutrition, je travaille sur l'activité physique, et à un moment, j'ai même eu l'intention de me dire, mais finalement, je vais essayer d'écrire un livre là-dessus, mais je suis arrivé à la conclusion que c'est trop compliqué, c'est incroyablement complexe, et que je n'étais pas forcément un bon exemple. Et d'ailleurs, le travail n'a pas été perdu, puisque je applique et je reste assez fit malgré mes kilos en trop. J'ai probablement 20 kilos de trop et qui restent depuis des années relativement là. Je les perds parfois, je les reprends, ça dépend des situations de stress. Là, je suis dans une phase de perte, donc je suis content. Et et puis, en revanche, le travail que j'avais fait pour ce projet de livre sur l'excellence, une excellente nutrition, une remise en forme, eh bien, en fait, j'ai trouvé des experts qui sont soit dans la nutrition, soit dans le sport, et qui vont, en fait, reprendre mes notes et D'accord. les digérer avec leurs compétences à eux. Et comme j'ai lancé une collection chez l'éditeur qui me publie de guides de survie plus pointus, par exemple, on a un sur la gestion de notre finance en ce moment qui est sorti, qui s'appelle la stratégie alpha. On a un autre qui s'appelle Comment gérer les pandémies, qui va beaucoup plus loin
à titre individuel. Donc, comment est-ce qu'on se Oui. prépare pour des pandémies, pour la prochaine, peut-être pour la vraie? Eh ben, ce sont des guides, et donc il y aura ce guide l'année prochaine, fin d'année prochaine, sur probablement la nutrition, les activités physiques. Et donc c'est un travail de longue haleine, et je dois dire que bah, Gilles a fait un travail, Gilles Lartigot, donc son livre Hit et Hit 2 ont fait un travail très important de fond pour comprendre aussi la réalité. Et il y en a plein d'autres. Il y a énormément de gens qui font ce travail on va dire, d'une approche globale, parce qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle. C'est là où je voulais en venir, c'est que j'étais parti sur cette idée en disant, ah bah si je trouve le truc simple, la recette, c'est tous les jours une douche froide, manger 80% de fruits et de légumes, 20% de protéines animales ou végétales, peu importe, tel exercice le matin, tel exercice le soir, et c'est bon. Ouais, mais non, c'est beaucoup plus compliqué. Les populations qui ont une longévité, d'ailleurs, que j'ai beaucoup étudiées, qui sont Okinawa ou Crète, etc., elles ne sont pas dans cette recette-là. Elles sont juste dans un environnement où, en fait, le mélange d'activité physique et de nutrition est optimal, mais malgré eux. C'est pas qu'ils ont inventé quelque chose, c'est juste que la vie est suffisamment difficile et en plus apporte certains nutriments qui sont très bien. Ils ont beaucoup de chance d'être là, qui donnent une longévité, une qualité de vie, parce que c'est ça qu'on recherche, en fait, c'est la qualité. L'idée, ce n'est pas d'être forcément dans la performance, l'idée, c'est d'être dans la santé. Or, la santé, elle est compliquée à définir. Je défie beaucoup de gens à définir ce que ça veut dire être en bonne santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être fonctionnel? Oui. Ça veut dire ne pas avoir de maladie? Oui, mais c'est une définition négative. Est-ce que ça veut dire être capable de vivre jusqu'à 80 ans? Ouais, mais enfin, ça dépend. Si on est à 80 ans et on traîne derrière soi 10 ans d'incapacité de se mouvoir et qu'on est dépendant d'autres personnes pour plein de choses, ben, est-ce qu'on peut appeler ça une bonne santé? Donc tout ça, c'est une réflexion qui est importante. On a un grand avantage, en fait, au XXIe siècle, c'est qu'on a, on a un historique d'observation énorme par rapport aux générations d'avant. On a un historique d'observation à la fois global et historique, qui est d'ailleurs avec une conclusion extrêmement alarmante, c'est-à-dire que dans l'ensemble, le monde est de pire en pire en bonne santé. C'est-à-dire s'il devait y avoir un effondrement, la cause première de mortalité serait l'AVC, évidemment, et ensuite le suicide, hein, parce que la plupart, là, d'ailleurs, on le voit aux États-Unis. Si les États-Unis ont une quantité de morts assez importante de soi-disant de Covid, après, il faut voir exactement. Mais la réalité, c'est que la majorité ont des comorbidités liées à l'obésité. Et à l'obésité, pas 20 kilos de trop, c'est 200 kilos de trop. Enfin, j'exagère, mais on voit Pas tous ces forcément tant que images ça. de sortes de baleines terrestres qu'il y a aux États-Unis qui sont effrayantes parce que ces gens ont une santé très fragile, très mauvaise. Ils doivent avoir plein d'éléments de leur vie qui sont dramatiques et qui sont tristes. D'ailleurs, je ne m'en occupe pas parce que c'est une vraie détresse hein, pour les gens qui ont 100 kilos de trop. J'imagine, parce qu'en plus, ils peuvent même plus bouger, c'est très très compliqué de changer. Et ce sont des gens avec une espérance de vie très faible et puis en plus une qualité de vie très faible, malheureusement. Et donc, on a un vrai problème de civilisation lié à la mauvaise alimentation, le manque d'exercice, la sédentarité, enfin, tout ça. C'est banal de le dire aujourd'hui, mais on le constate et on a cette chance de comprendre par la science, bien qu'il faut se méfier aussi des études, parce qu'on peut avoir, oui, le sucre, c'est bon pour vous. Non, le sucre, c'est pas bon pour vous. Ouais, mais de quoi est-ce qu'on parle? On parle du glucose qui est absolument nécessaire pour le fonctionnement cellulaire, mais dans quelle dose? Ou alors est-ce qu'on parle des sucres raffinés qu'on trouve dans les friandises et les produits transformés? Ben, ça dépend. Le sucre qui est dans une pomme et dans une poire qu'on mange en encas le matin. Là, ce matin, mon petit déjeuner, c'était un jus que je m'étais fait tout à l'heure au réveil. Et ben, voilà, les vitamines là et le sucre, ils sont plutôt bons, ils sont utiles, tandis que le gâteau, le gâteau acheté au supermarché, ben, lui, il va être plein de sucre et il va être plutôt mauvais. Donc, c'est très complexe. Et je crois que pour te conclure, c'est quand même
un domaine de compétences que tout le monde, auquel tout le monde devrait s'y intéresser, y compris dans la survie, parce que il faut le dire, et je m'inclus là-dedans, nous sommes beaucoup dans ce mouvement survivaliste à être un petit peu trop patachon, quoi. Un petit peu trop sédentaire. Alors évidemment, quand on travaille dans la ferme, ça bouge très vite. Quand on coupe du bois, on a vite compris que où ça fait mal et où on a les courbatures, donc où ça Je travaille. confirme. Ouais. Là, c'est encore la fin de la saison de la coupe de bois, là, en ce moment. J'ai fait pas grand-chose cette année, j'ai fait 2 stères, donc ça va, mais on les sent passer, les 2 stères. Après, il faut le transporter, les Mhm. coups de bois, et puis il faut les... Voilà, l'année dernière, je me suis fait une tendinite à force de porter du bois. Donc, bref, tout ça c'est quelque chose sur lequel on doit se pencher et sur lequel on doit faire attention parce que, effectivement, le jour où la crise arrive, il faut pouvoir courir, il faut pouvoir bosser, faut savoir transporter, il faut savoir se soulever. Tout ça, faut pas le négliger du tout. Faut pas le négliger du tout, donc faut le faire bien. Effectivement, mais c'est pour ça justement que je voulais l'aborder parce que, enfin, moi je vois vraiment le survivalisme comme un tout. Il faut être sain de corps, sain d'esprit, hein. Ouais. Spiritas sana in corpore sano, c'est pas pour rien. Et donc, bah écoute, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Moi, en tout cas, bah, t'es, je vais faire, c'est l'instant fanboy. T'es quelqu'un, je trouve, de très inspirant. Euh, Ah, Malheureusement, tu es trop pas si souvent. des journalistes de gauche, mais bon, Oui, oh bah, c'est parce que je suis un vilain extrême droite. c'est ça. Mais, mais en tout cas, t'étais quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et je pense qu'aujourd'hui, ma qualité de vie, je suis quelqu'un, bah, tu vois, on en parlait avant, qui est en très bonne santé, qui fait attention à ce qu'il mange, qui se prépare et qui trouve, je trouve, un vrai bonheur. Justement, je pense que on peut aussi amener les gens au survivalisme par une note très positive, dans le sens où moi, ça m'a vraiment apporté un équilibre personnel, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de bonheur au quotidien de savoir que même en cas d'effondrement, même personnel, hein, je ne parle pas forcément d'effondrement global, bah, j'ai quand même les reins solides et je suis encore capable de bouffer. Là, je viens de ramasser 2 tonnes de pommes. Tu vois, tu parlais des pommes. On est en Normandie ici, Ah donc ouais. moi, c'est 15 variétés de pommes que j'ai chez moi. Et je fais du cidre et je vais faire du calva et tout ça. Eh oui, Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a 10 ans, la lecture de ton bouquin était un vrai virage dans ma vie. J'étais un gros gamer tout le temps sur l'ordi. C'était pas forcément une vie très saine ni très épanouissante. Et je voulais bah, te remercier tout simplement, pour avoir... attention les chevilles parce que ça gonfle très vite, mais pour avoir changé ma vie et vraiment dans le bon sens. Et deux, bah, te remercier pour ce moment qu'on a pu passer ensemble ce matin parce que pour les gens qui écouteraient, qui verraient cette vidéo, on s'est levé aux aurores, il faisait encore nuit quand on s'est levé. Et je pense que ça fait aussi partie des choses importantes. Il faut planifier ses journées, essayer de faire beaucoup de choses. En tout cas, encore mille merci pour ça. Bah, écoute, bonne continuation. Et je pense qu'on aura encore l'occasion de recauser. Pourquoi pas à l'occasion d'autres événements. En tout cas, d'abord, merci de l'invitation. Merci aussi pour tes mots aimables. Tu sais, ça me touche toujours lorsque les gens me disent ça. Donc, continuez, continuez. En revanche, la raison pour laquelle, effectivement, j'ai écrit un livre et puis je me suis exposé, parce on en prend des coups lorsqu'on se montre, comme tu le sais déjà. On en Oh oui. prend des coups, alors après, on apprend à gérer. Mais ça fait partie, même pour moi, c'était même aller rechercher un peu l'affrontement de la manière qui est possible dans le monde d'aujourd'hui. Parce que comme j'avais plus envie de retourner en Irak, je me suis dit que voilà, c'était une exposition encore tout à fait acceptable. Mais le, la raison pour laquelle on fait cela, c'est il y a une vraie raison d'aider les gens, de comment dire, apporter un petit peu un exemple. Après, il n'est pas forcément parfait. Il est adapté uniquement à moi et pas à d'autres, mais c'est un exemple. Et il y en a plein d'autres.
il y a plein de, il y a plein de gens qui ont cette, cette inspiration qui me fait plaisir, mais à la fin, le travail, c'est vous, c'est eux. Ah, ça. Et c'est ça qui compte. Donc merci et au boulot. Ouais. Bah, en tout cas, juste un tout petit dernier mot pour faire plaisir à Arthur Keller, que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps. Euh, Beaucoup de gens te caricaturent et je pense Ah, merci. franchement que c'est même volontaire de ta part. Tu vois, tu as répondu à la question juste avant, tu aimes ce côté un petit peu provoquant, mais je pense que cette interview très, très profonde, on sent vraiment le vrai fond de ta pensée. Il n'y a pas ce côté provoquant que tu as un petit peu de temps en temps, et je pense que ça, c'est le vrai toi. C'est en tout cas moi ce que j'ai toujours ressenti. J'ai jamais donner du crédit à ceux qui te caricaturaient. Et ben, en tout cas, voilà, La je caricature est pense bien. qu'aujourd'hui, les gens en ont la preuve. Il n'y a pas de problème, la caricature est bienvenue. Et effectivement, je le cherche aussi parce que je préfère être considéré tout sauf un idéologue. Parce que les idéologues, ils finissent pendus à une potence alors que les mecs un peu C'est pas ce qu'on provoquent. te souhaite, en tout cas. Non, non, bah, il faudra qu'ils se lèvent tôt en plus. Mais enfin, voilà, j'essaye plutôt de faire avancer les choses à ma manière, d'autres le font à leur manière. Je pense que tu vois, un collapsologue va faire avancer les choses d'une manière complètement différente de la mienne. Et c'est Salut très bien. Pablo. Voilà, et c'est très bien. Mm. Et chacun amène un certain public aux mêmes conclusions. À la fin, lorsqu'il faudra bosser ensemble, on bossera ensemble. C'est C'est pas, j'ai sûr et pas certain. cette crainte. Mais c'est très bien. Et puis les gens qui lisent mes livres, en général, quand ils lisent le livre, ils se rendent compte que le livre et les livres sont en général très sérieux, très documentés et n'ont pas ce côté peut-être provoque parce que bon, bah, l'écriture a une autre forme de style que les vidéos YouTube ou même les conférences que je fais avec mon style. Et puis les gens qui n'aiment pas mon style, bah, c'est pas grave, ils peuvent aller voir d'autres personnes. Ça très bien, ça me dérange pas du tout. Bon, bah super. Ben, merci Pierrot. À très bientôt. Ciao. Salut.